utilisons-les. Donc on va parler de choses plus globales et personnelles. Bon, je me dis, pourquoi pas commencer par le début et te demander, Manu, quand l'idée de faire du cinéma est devenue quelque chose qui ressortait du possible, de l'ordre du possible. C'est la question. Pour toi, oui, oui. Donc, Ça marche, quand et comment? On m'entend? Je dois pousser sur quelque chose? Où? Ah, il ne marche pas. Hein. Ah, voilà, ici. Voilà. Voilà, c'est pour ça que je fais du cinéma, c'est pour savoir comment on allume le son. C'est vrai que je ne le sais toujours pas tout le temps. Je fais un peu... Non, pourquoi la question est pourquoi et quand. Oui, c'est-à-dire que bon, on se dit, tiens, je ferais bien du cinéma. Et puis entre le moment où un gamin peut se dire ça et le moment où les choses deviennent concrètes, quelque chose doit se passer. C'est-à-dire, moi je suis né, je suis né pendant la guerre, en 1941, et il n'y avait pas de cinéma dans les quartiers, il n'y en avait pas du tout. J'habitais à la campagne, un village qui s'appelle Bru, c'est l'eau de Bru, d'ailleurs mon père était garde forestier, donc on a découvert la source et mon père a dit il faudrait quand même qu'on fasse quelque chose pour pouvoir la boire à coup sûr. Et alors, cette atmosphère de guerre j'avais 4 ans, et j'étais éberlué parce qu'il y a eu ce qu'on a appelé l'offensive Van Rundstedt, c'est-à-dire que les blindés allemands sont arrivés les premiers, et un soldat allemand est venu me prendre dans ses bras parce que j'étais un peu bouclé. Comme maintenant encore, et j'étais assez longuinet, je devais lui faire penser à un de ses enfants. Et il est venu me chercher à l'orée du bois, comme ça, et il y avait quelques vaches qui étaient là, qui paissaient, et ma mère avait vu la trajectoire de cet officier allemand, elle est venue m'arracher de ses bras, en me disant, enfin, elle lui parlait en wallon, que zofla. Que Zofla, ça veut dire, mais qu'est-ce que vous faites là? Et alors, j'ai dit, moi j'étais un peu heurté par ce fait d'être arraché à quelqu'un qui, dans un temps de guerre, avait l'air d'être, excusez-moi, bien gentil. Bon, enfin, ça s'est terminé comme ça. Ma mère, j'ai fait un petit signe. Je ne savais pas qu'il était allemand, je ne savais pas qu'il était méchant, mais je n'ai pas vu de méchanceté chez lui. Mais après, on a eu la chance de voir arriver, quelques jours après, c'était peu de temps avant Noël, arriver les Américains. Ah, ça c'était terriblement excitant, ils couraient tout partout, ils rentraient dans la maison, ils regardaient où étaient les pièces, les chambres à coucher, le petit fenil où on mettait du foin et enfin tout ça a été examiné, ils débarquaient tout de suite dans la maison des tas de broles, de broles. Excusez-moi, c'est du bruxellois, je crois. Mais je ne vais pas me mettre à vous parler en wallon, sinon vous ne comprendrez pas pourquoi j'ai fait du cinéma. C'est parce que, simplement, je me dis, tiens, voilà 2 situations où sont les bons. Et j'avais toujours pas tendance à croire que c'était les derniers qui chahutaient, qui bousculaient tout le bazar. Et après ça, je me suis mis à regretter de ne pas être un peu plus malin. Et on n'a pas eu le temps de rêver longtemps. On m'a emmené dans le village voisin, chez une voisine qui faisait des vêtements, une couturière qui était très bonne. Et nous avons passé Noël là. Et quand Noël et Nouvel An ont été finis, on a pu rentrer de l'autre côté du bois et pour redécouvrir et reprendre cette maison qui m'était chère. Et c'était, excusez-moi du mot, un bordel incroyable. Et je me dis, mais enfin, on nous dit que ce sont les bons, et voilà que c'est pas possible, je ne retrouve plus la moindre de mes jouets dans ce bordel, mais je n'utilisais pas ce mot-là à l'époque. Et alors, bon, c'est passé, ça m'est quitté dans la tête. Et puis alors j'étais quand même une fois voir un film, bien plus tard après, c'était Jour de fête avec Jacques Tati, et je voyais que tout ça était bien calme et bien amusant, parce que j'avais vu quelques films chez l'épicier qui avait déjà la télévision vers les années 50,
Et je me dis, tiens, c'est quand même un peu calme le cinéma quand même, parce qu'on parlait du cinéma américain qui était le meilleur, et les soldats américains étaient peut-être les meilleurs, mais ils étaient les plus chahuteurs. Enfin, voilà, je me suis dit, donc là, un métier qui n'est pas comme celui de garde forestier, on peut quand même faire des choses d'une façon et peut-être d'une autre façon le contraire. Et ça, je ne sais pas pourquoi, ça m'est resté toujours dans la tête, c'est que le cinéma n'était pas obligé de dire la vérité. D'ailleurs, on pouvait mentir et que c'était peut-être bon. Et comme j'avais une bonne éducation à l'époque, je me suis dit, c'est vrai que c'est pas toujours bon, mais c'est peut-être bien de pouvoir dire, sans que ce soit un grand mensonge, que faire le contraire de ce qui était bon pouvait être un bon spectacle. Et alors, comme ça, nous avons fait des fêtes de famille avec des cousins, puisqu'il n'y avait pas la télévision, évidemment, et on racontait les histoires, la façon dont les gens se comportaient en allant à la messe, la façon dont les gens se comportaient en allant traire les vaches. Tout ça, c'était des petites scènes qui m'amusaient très fort, et on s'amusait à les exagérer un peu, quoi, à la méthode américaine. Voilà. Pourquoi j'ai essayé de faire du cinéma. Ça ne s'est pas fait en un jour. Hein. Et le fait de commencer, donc de trouver comme premier travail, pas celui de réalisateur, mais celui de caméraman. Oui. Ça s'est passé comment? Mais ça s'est passé parce que quand je suis sorti de l'IEX, je me suis aperçu que c'était pas tout à fait la bonne école pour faire du cinéma. Mais enfin, c'est rien, on m'a dit tu pourras quand même faire de la télévision. Et la télévision ne va te tracasser, il faut d'abord être caméraman. Et je trouvais que c'était un raisonnement tout à fait sain. Parce que ça me semblait beaucoup de choses à apprendre. Je me suis dit, puisqu'il faut d'abord essentiellement une caméra, essayons de prendre cette caméra. Et on m'a dit, je dis toujours des on parce que je ne sais plus qui c'était, t'en fais pas à la télévision, si tu es jeune et que tu es volontaire, on va certainement te dire, mais soyez assistant, caméraman, et puis après, tout de suite, vous allez pouvoir acheter une caméra parce qu'il suffit non pas d'avoir un diplôme, mais d'avoir un peu d'argent pour acheter une caméra. Et alors, j'ai toujours suivi les bons conseils. Je me suis marié et mes parents n'avaient pas d'argent, mes beaux-parents en avaient un peu plus. Et j'ai rassemblé ces deux petites sommes d'argent pour acheter une caméra d'occasion. Et je suis quand même arrivé à la faire tourner et les gens pour qui je travaillais, il y avait un certain Michel Daube, je ne sais pas d'où il sortait parce que je ne l'ai plus vu par après, mais il m'a dit, oui c'est bien, vas-y, prends, c'est une caméra que j'ai ramenée, d'ailleurs c'est à lui que j'avais acheté la caméra, du marché Opus à Paris, une vieille à réflexe, et bon, elle a quand même fonctionné suffisamment de temps pour que je puisse accéder à une caméra un peu suivant un emprunt qui, de nouveau des beaux-parents pour lequel on devait acheter une salle à manger. Et il se réjouissait de venir dans la salle à manger prochainement, puisqu'il avait donné l'argent. Et j'ai malheureusement dû leur dire qu'avec l'argent de la salle à manger, j'avais acheté une nouvelle caméra. Donc c'est encore un petit peu osé de prendre ce genre de raisonnement pour dire que c'est pour faire mon métier que j'ai acheté une caméra. Et puis finalement, cette caméra m'a vraiment, j'en ai eu pitié, et j'ai vraiment voulu travailler avec elle le plus possible, et je suis quand même tombé sur quelques réalisateurs qui se sont dit, ben écoute, puisque tu es si volontaire, on va essayer de continuer à travailler avec toi. Puis j'ai travaillé avec Polo Van de Nove, et puis je ne sais plus tout qui encore, maintenant ils sont peut-être morts. Et j'ai eu du plaisir à découvrir cette sensation de création, puisque ces images que j'avais faites passaient au journal télévisé. Et je me dis, si on passe au journal télévisé, ben, c'est formidable quand même. Mais j'étais encore un peu naïf, j'avais à peine 20 ans. Et j'étais déjà marié, je me suis marié très tôt, c'est peut-être pas une bonne idée non plus, mais enfin, voilà, le reste s'est bien passé, et au bout d'un certain temps, ayant acquis cette expérience de la caméra, qui me convenait bien parce que j'avais aussi eu, grâce à un petit Français qui était venu en vacances selon les conseils du curé, une flèche dans l'œil. Et c'est mon œil gauche ici qui maintenant est en vert, c'est formidable, et qui m'a rendu un œil unique. Unique parce que
l'autre était foutu. Et on ne voyait plus, on est allé. Et cet œil unique m'a donné une vision tout à fait que je trouvais ça formidable, parce que je n'étais plus gêné par l'autre œil qui parfois me donnait des impressions qui n'auraient pas convenu. Et cet œil unique m'a aussi permis, plus tard, d'avoir toujours tout le temps, quand j'étais caméraman, d'avoir cet œil ouvert. Si bien que tout le monde pensait qu'avec cet œil ouvert, je les voyais et ils prenaient conscience que j'avais vis-à-vis d'eux un regard bienveillant, un regard qui acquiesçait, enfin, c'est curieux à dire, mais cet handicap, cet accident de l'œil qui me manquait, a donné à l'autre œil une faculté d'être plus attentive au regard qu'il fallait avoir. Et bon, j'ai de nouveau dit merci, je ne sais plus à qui, mais à mes beaux-parents surtout, puisque ça m'avait permis d'être l'homme à l'œil ouvert, parce que tous les autres caméramens, ils ferment l'œil, il faut fermer l'œil pour avoir une bonne vision des choses, pour isoler l'image, pour faire en sorte que cette image soit faite d'un point de vue unique, si je peux dire, le vôtre, celui de votre regard. Et voilà, c'était une autre façon qui m'a bien été utile, parce que cet œil guidait un peu mon parcours, et les gens s'en apercevaient et étaient sensibles à ce regard unique. Pardon. Quelques mots sur un moment crucial, c'est le moment où, au boulot de caméraman, vient s'ajouter celui de réalisateur. Oui, ah oui. C'est un moment clé. Je crois que ce serait intéressant de dire en quelles circonstances ça s'est produit. Oui, là évidemment, c'est vrai qu'à ce moment-là, cette double fonction de caméraman et bien sûr de réalisation, de réalisateur, faisait que ce regard unique, mais qui avait cet œil ouvert, comme si j'étais donné confiance à ces acteurs, parce que le regard, dans un regard, je trouve, même si c'est un œil crevé, il a, enfin je ne le savais pas, il a quelque chose qui réchauffe le cœur des gens. Et je pense que pour filmer, pour donner au personnage qu'on filme du cœur à l'ouvrage, si je peux dire, enfin l'ouvrage d'être filmé, devenir quelque part acteur, moi j'appelle ça ce que j'ai appelé le cinéma direct par après, parce que j'appelle ça l'acteur, le personnage qui est filmé, il est vu, il est regardé par quelqu'un en permanence qui lui donne confiance. Ça donne confiance. Et cette démarche qui se fait en confiance était, à mon avis, quelque chose de très solidaire. Ça nous rendait solidaires aussi dans cette confiance. Et j'ai senti que c'était le moment peut-être de devenir réalisateur d'une façon totale, caméraman, réalisateur, même combat, et de pouvoir faire ce que j'ai appelé par après du cinéma direct, c'est-à-dire de faire en sorte que ces personnages que je filme sont pris par ce qui les préoccupe, par ce qu'ils ont à faire, à un tel point que c'est ce que j'ai appelé le cinéma direct. Ils n'ont pas besoin d'être dirigés autrement que par eux-mêmes, d'être enfin pleinement eux-mêmes. Est-ce que, bon, je ne sais même pas, est-ce que la LRTB, à une certaine époque où vous étiez là en plein boom, caméra et réalisation, il s'est passé réellement quelque chose. Il y a le documentaire, comme on a imaginé, ou le reportage ont été révolutionnés. Ben, le reportage a toujours été fait avec une équipe où il y avait normalement un réalisateur et un journaliste. Le journaliste était là pour faire en sorte qu'on était proche de la vérité, et proche, en avançant vers cette quête de vérité, cette quête menée par cette quête de réalité. Et je ne suis pas sûr que cet encadrement à double faisait plutôt du journal télévisé que du documentaire, quelque chose qui est
enquête, mais qui surgit progressivement et secrètement aussi. Mais je trouvais que cette façon d'être face à des gens qui étaient dans un trip qui était le leur, n'était pas la façon la plus saine de les encadrer à un tel point. Je trouve qu'ils étaient mieux d'être devant seule une caméra qui était un peu vibrante peut-être, mais qui était tout le temps là pour leur donner l'envie d'être acteurs de leur propre rôle, quoi. Et ça, je trouvais, puisqu'ils étaient majoritaires, ils étaient plus forts, je pouvais les suivre n'importe où, n'importe comment. J'avais cette faculté dont je ne voulais pas abuser, mais qu'ils sentaient. Ils sentaient la proximité, on se sentait proches l'un de l'autre, et je trouve que ça donnait un atout à ma caméra que je pouvais tenir à bout de bras. Je ne l'ai jamais mis sur un pied pratiquement, sauf les premières fois qu'il fallait faire l'interview du Premier ministre ou d'un tel autre, si bien que cette caméra qui faisait partie de mon corps, de mon épaule droite, était formidablement tombée amoureuse de cette épaule-là, quoi. Alors je devais aussi la calmer un peu par moments, parce que parfois j'avais tendance à tourner un peu trop. Et c'était les réalisateurs ou les producteurs qui me disaient, écoute, arrête ta caméra qui tourne tout le temps, ça consomme. Je dis oui, mais enfin je pense que ça convient. Il y a, je voudrais m'appuyer sur le titre d'un de tes premiers films de long métrage qui s'appelait J'ose. Oui. Un film que je trouvais tout à fait magnifique sur un jeune à la marge. Oui. Là, on va voir les amants d'Assise, Oui. qui est un sujet risqué. On verra dans les salles à partir de demain, d'ailleurs, aux galeries ici et au Grignou, un peu plus loin, Vivre sa mort, qui est le tout nouveau long métrage de Manu, qui là aborde aussi un sujet qui n'est pas évident. Non. Donc, quand ce titre J'ose, bon voilà, il y avait un jeu de mots puisque le gamin s'appelait José, mais est-ce que c'est un titre qu'à la limite tu pourrais porter au revers de la veste si tu en avais une, Oser, c'est quelque chose de très important, même de crucial. Je trouvais mon ami José vraiment quelqu'un qui était évidemment tombé dans une famille qui était un peu chaotique, mais qui était quand même bonne. Mais je l'aimais tellement parce qu'en même temps, il avait un côté... il fallait tout le temps secouer et être secoué avec lui parce que tout à coup, ça lui prenait dans la tête qu'il fallait faire quelque chose qui n'était pas nécessairement... Je n'allais pas dire prévu dans le scénario, puisqu'il n'y avait aucun scénario. Le scénario, c'est lui, dans sa volonté de retrouver une identité, et une identité avec laquelle il allait pouvoir faire un métier. Son métier, évidemment, c'était plutôt d'être là pour dire à d'autres comme lui ce qu'il fallait faire pour essayer de sortir de cette espèce de débat interne qu'est ce qu'on appelle ça encore, les jeunes qui font des coups et délinquance, une certaine forme de délinquance. Et moi, je pense que cette délinquance, il en a pris conscience avec la caméra parce qu'il voyait tout de suite que parce que je lui montrais les rushs et je dis, est-ce que tu vois, tu comprends que c'est bien peut-être d'aller au-delà de ce que tu crois que tu peux faire, mais est-ce que tu remarques que par moment dans cette façon d'être, je ne voulais pas lui faire la morale, mais je voulais lui faire sentir que cette caméra, elle dénonçait aussi une certaine violence qui était perturbante, et ça j'ai trouvé que c'était à partir du moment où j'ai vu vraiment que José était un gars qui était loin d'être con, quoi, qui était loin d'être sauvage, mais qui avait besoin, de par sa vie en famille, puis de cette famille d'accueil qu'il avait pris à un certain moment donné, qui le secouait aussi. Il a pris conscience qu'avec le regard d'une caméra, on pouvait progressivement maîtriser mieux les choses. Et je ne sais pas pourquoi...
Ça ne s'est pas tout à fait bien terminé dans sa vie, mais enfin, il a quand même été, été pour moi attendrissant à des moments où je m'y attendais pas, et je trouvais ça assez formidable, quoi. Ça marquait aussi à peu près d'emblée ce goût, ce désir et cette capacité à aller sur des choses extrêmes ou des territoires où d'autres n'iraient pas. Sans vouloir rentrer dans les détails des amendes assises, c'est aussi un sujet dont on peut se dire il y en a plein qui n'auraient pas osé le faire. Alors, je voulais poser une question un tout petit peu plus générale, c'est comment naît le désir, le fort désir d'aller, d'accompagner des gens, de les filmer et de faire un long métrage avec leur vécu. Et en l'occurrence, dans le cas des amendes assises, comment ça s'est passé, comment ça s'est cristallisé? Et de fait, c'est assez bien dû à mon éducation chrétienne qui était outrancière, je trouvais. Enfin, c'est-à-dire qu'il y avait des tas de trucs qu'on ne pouvait pas faire. Et je voyais dans un institut psychiatrique qui n'était pas loin de chez moi que c'était pareil avec dans l'institution. Il fallait toujours quelqu'un pour régler la situation d'une façon intempestive et qu'il n'y avait pas des processus d'abordage ni pour celui qui voulait essayer de les aider, ni pour ceux qui étaient concernés, et qu'il fallait maîtriser, parce qu'on entendait crier dans les instituts psychiatriques à l'époque, dans les années 50, c'était pas toujours, enfin je ne dis pas que c'était, il y avait certainement des situations où il était difficile d'en sortir, mais je pense par rapport à cette faculté de pouvoir laisser tourner une caméra sans qu'il y ait des tabous, des stops coupés, tournés, qu'il fallait la laisser tourner d'une façon presque... la pellicule à l'époque en 16 mm nous permettait de faire avec un magasin sur l'épaule à peu près 12 minutes, enfin c'était 11 minutes, 43 secondes, combien de dixièmes, je ne sais plus, mais donc il fallait parfois tourner cette longueur de temps pour que le personnage, une fois qu'il rentrait dans son jeu qui était naturel et qui était simple, parfois outrancier, il fallait lui laisser cette faculté d'aller, et lui-même, quand on pouvait le visionner par après sur l'écran de la visionneuse de la salle de montage, il se rend compte qu'il y avait une certaine outrance dans le fait de se voir et d'être pointé comme un peu dingue, entre guillemets. Ça, c'était puissant. Et dans le cas des personnages du film que l'on va voir, la rencontre s'est faite comment et comment a été déclenché le désir et le sentiment, oui, je vais aller faire un film de cette affaire. Donc ici, avec les amendes assises, la difficulté a été pour moi de faire en sorte que je puisse convaincre Marie-Louise. Marie-Louise que j'avais voulu filmer dans le cadre d'un striptease précédemment, de quelque temps, enfin, qui m'avait... oui, elle m'avait séduite, comment dirais-je, c'est vrai qu'elle était une séductrice, mais c'est pas ça qui m'avait séduit, c'était cette façon qu'elle avait de cacher une vie passée qui n'avait pas été aussi belle qu'elle avait cru, et qu'elle était naturellement tombée amoureuse de quelqu'un qui lui était un petit peu comme José, qui était capable de casser la baraque pour montrer qu'il avait du ressort derrière la tête pour faire en sorte que cette femme qu'il avait, qui était occupée à séduire pouvait lui permettre de reprendre du grade. C'est un enfant qui avait été adopté par une famille aux États-Unis et puis qui avait débarqué subitement ici pour des grandes vacances dans une famille du bord de la Meuse. Et il avait trouvé que l'attachement dans une famille en Europe et en Belgique particulièrement était beaucoup plus chaud qu'aux États-Unis où il était né. Et il s'était arrangé pour pouvoir continuer et durer, comme on dirait, en tombant amoureux de Marie-Louise. Mais Marie-Louise était partie dans un mariage qui faisait d'elle pratiquement une femme
presque prostituée, quoi. Mais enfin, bon, je ne vais pas vous décrire le film, vous allez essayer de le voir. Enfin, pas essayer, j'espère que vous allez le regarder avec amour et plaisir. Avant de passer au film, quelques mots sur le choix du deuxième film de la soirée, sur Benoît Dervaux. Ah, Benoît Dervaux, oui, le problème, on m'a demandé de fait de prendre un second film, et comme j'ai eu beaucoup d'étudiants à l'IAD, j'avais d'abord pensé à Jérôme Lemaire, parce qu'il avait fait un film que j'avais trouvé assez désarçonnant, qui s'appelle... Le Grand Tour. Oui, Le Grand Tour. Mais, il y a quelqu'un qui m'appelle, c'est pas vrai. Mais il y avait dans ce Grand Tour quelque chose qui était fabuleux, c'est que des gens qui étaient aussi un peu du style José, un peu d'Hermuan, etc., qui étaient une espèce de groupe de jeunes de Trois-Ponts par là, qui voulaient casser la baraque d'une façon amusante, était pour moi un bon sujet, mais finalement il était peut-être tellement bon qu'il était devenu de la fiction. Et ça m'a perturbé, et j'en ai parlé à Jérôme, j'ai dit tiens, ton film est chouette, mais finalement il y a la moitié de ce film, enfin non pas la moitié, il y a un bon tiers qui pour moi devient de la fiction, ils se prennent au jeu. Et ça m'avait perturbé parce que comme j'en ai parlé déjà plusieurs fois, je suis pour ce qu'on appelle le cinéma direct, et j'ai peur de la fiction qui est engendrée d'une façon soi-disant réfléchie, et qu'on sent très vite que des acteurs qui sont très bons quand ils sont occupés à blaguer entre eux ne deviennent comme ça faciles, prennent un ton, comment dirais-je, qui est un peu artificiel pour représenter ce qu'ils ne sont plus quand ils le font. Alors donc j'ai laissé tomber ce film, Le Grand Tour, et j'avais beaucoup d'amitié, j'ai toujours beaucoup d'amitié avec Jérôme, et j'avais beaucoup d'amitié avec un de mes anciens assistants qui s'appelle Benoît Dervaux, qui a eu un film que j'avais beaucoup aimé l'idée, qui s'appelle À Dimanche. À Dimanche, c'est l'histoire d'une jeune mère qui a eu un enfant dont on a estimé qu'elle n'était pas capable de l'assumer et de l'élever. Et on lui a retiré cet enfant qu'elle ne pouvait voir que tous les dimanches, quoi, une fois par semaine. Et je trouvais que ce film, que je n'ai pas vu, je trouvais ça, mais que Benoît m'en avait tellement parlé que je me dis, mais il a été donc, excusez-moi, interdit, je ne sais pas pour quelle raison, ce film a été interdit, et je me dis, on va faire en sorte qu'il ne soit plus interdit, qu'on le passe ici, et que À Dimanche devienne un film qui est de nouveau regardé par des gens sérieux, etc., et qu'on puisse en faire... mais malheureusement, Benoît est parti faire un tournage à Paris, et il ne savait pas venir ce soir. Alors je vais le découvrir avec vous. Son film parle pour lui. Donc le film de Benoît Dervaux, après le drink auquel vous êtes conviés et où Manu sera présent, d'ailleurs si vous voulez prolonger la conversation. Je signale que nous sommes au tout début d'une passionnante rétrospective des films de Monsieur Bourmariage, ici même à la Cinémathèque. Et je vous rappelle encore la sortie donc en salle de Vivre sa mort, un film qui vaut vraiment la peine lui aussi d'être vécu pleinement. Merci beaucoup Manu. Merci à vous. Merci à vous pour votre attention et bonne projection.